Pourquoi tu n'aimes pas la France autant? Non, On serait tenté de te poser cette question. pas que je n'aime pas la France. Je ne vais pas dire que je n'aime pas la France. Mais je ne me sens pas chez moi. Mon invité du jour est un artiste reggae de renom. Il est habitué au combat, hein, que ce soit sur la scène artistique, sur- au niveau des syndicats. On l'a vu un peu parrain, on va dire, de la toute-puissance Fessi au temps de Guillaume Soro, de Charles Blé Goudé. Et aujourd'hui, il mène un autre combat sur le plan politique. Et cela lui vaut malheureusement 10 ans. 10 ans d'exil, loin des siens. Nous l'avons retrouvé ici à Paris aujourd'hui pour pouvoir passer un peu en revue son parcours de vie déjà. Et bien entendu, forcément, parler avec un tel artiste, c'est clair qu'on va beaucoup parler politique. Bonjour Serge Kassi. Bonjour, Frangin. Comment vas-tu, Serge? Ben, par la grâce de Dieu, on est là. On tient. On est là. En tout cas, ça se voit, tu es tout radieux là. Ben, Dieu me fait grâce en tout cas. Dieu te fait grâce. Et pourtant, c'est clair que ça n'a pas été facile quand même ces dernières années. Oui, 10 années d'exil, c'est pas 10 années d'inégalat. Surtout quand on est loin de son pays et qu'on ne l'a pas voulu. Je ne souhaiterais pas l'exil à même mon pire ennemi. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays il y a 10 années en arrière, on n'avait pas pensé qu'on allait passer 10 ans en exil. Parce que moi, je me souviens quand le 5 avril, je quittais mon pays, la Côte d'Ivoire, passant par le fleuve Tanoé qui sépare la Côte d'Ivoire du Ghana pour entrer au Ghana. Je n'ai pas pensé que j'allais en exil pour y passer 10 années. J'avais toujours pensé que après que la guerre ait pris fin, on aurait passé à la phase politique, comme l'avait suggéré le président Laurent Gbagbo quand il est arrivé le 11 avril à l'hôtel du Golfe, où il a dit la phase militaire est finie. Il faut que maintenant qu'on passe à la phase civile, à la phase politique, à la phase civile, pour remettre le pays, pour parler de concession et tout. On ne l'a pas fait pendant 10 ans. Aujourd'hui, il est rentré en Côte d'Ivoire, ce qu'il avait dit, on aurait pu éviter cela en passant. Maintenant, nous sommes en train de passer à la phase politique de la crise. Et je m'en réjouis, mais je dirais que ça a été aussi l'exil a été aussi une expérience positive pour nous. Parce que nous avons vécu 6 mois au Ghana et je suis arrivé ici le 26 octobre 2011, quand Nicolas Sarkozy était encore président ici. Dieu sait quelles sont les misères qu'on nous a créées ici par rapport même à nos papiers. Parce j'ai mis en 2011, c'est en 2015 qu'on m'a donné mes papiers parce qu'on m'a bloqué pendant 4 ans. On m'a reçu 1 année après et puis 4 années après. C'est à 4 années après ma demande, c'est-à-dire j'ai fait 5 ans après qu'on m'a remis, 4 années après qu'on m'a remis mes papiers parce que je ne pouvais ni voyager, ni travailler, ni faire tout ce que ça dit, j'étais bloqué. Et on m'a bloqué volontairement parce que j'étais inscrit à l'OFPRA comme un leader de la galaxie patriotique, donc j'étais japonais. Mais si on me refusait que j'allais au tribunal, on m'aurait donné mes papiers en moins de trucs parce que j'avais les preuves que ma vie était menacée dans mon pays. Et donc on a déposé mon dossier quelque part pour ne pas m'appeler. C'est clair que là, tu rentres vraiment dans le vif du sujet et à fond. Et en même temps, il y a pas mal de thématiques que tu as développées là. On va s'intéresser justement à ta procédure par rapport à la demande d'asile. C'est une procédure tout de même. On sait que tu es là par rapport à la politique. Comment ça se fait que ta demande est traînée pendant 4 ans? Parce que tu dis non, qu'ils l'ont mis là. Mais en termes de procédure, on sait que quand tu fais la procédure, dans un premier temps, on te donne, je crois, un récipient de 6 mois. Après, tu vas à l'OFPRA où on t'auditionne et on voit vraiment si ta vie est réellement menacée dans ton pays. Et c'est à la suite de ça qu'on te donne, ou 6 mois après, il y a le retour à la frontière, tout et tout. Comment ça se fait que toi, tu restes pendant 4 ans et que tu ne fasses pas de recours, que tu ne vas pas voir un avocat pour défendre, alors que tu sais que légitimement, tu as droit à ces documents? Simplement parce que j'étais arrivé au moment où celui qui a monté toute cette ficelle-là était encore président ici.
Et donc, on n'était pas les bienvenus. On n'était pas, ça veut dire être un partisan de Gbagbo Laurent, c'était être un criminel. Ça veut dire, c'était ça. Et donc, moi, quand je suis arrivé, j'ai pas mis un mois pour faire ma demande. Mais on a mis un an pour me répondre. Ce qui ne se fait pas, ça ne s'est jamais fait. Tu t'es approché d'une association pour ta démarche? J'ai pas approché une association puisque je connaissais le circuit. J'avais quelqu'un qui me conseillait, qui était déjà passé par là et qui me conseillait. Donc, quand je suis parti, j'ai fait ma demande. En principe, quand tu fais ta demande, tu attends qu'on te réponde. Si les gens mettent un an pour te répondre, quand tu appelles, on te dit non, que votre dossier est à l'étude. Il fait 4 ans, puis on te remet un récépissé. Mais j'ai compris après. Parce que 1 an après, on m'a appelé. Je suis venu avec tous mes documents, toutes les preuves que Ta vie était menacée, ouais. que ma vie était menacée, tout. On m'a écouté, on a pris, on dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Ça fait 1 an. On te payait les 300 €, 400 € qu'on reverse aux demandeurs d'asile, là? Oui, c'est ce que j'avais pour vivre. Donc, je suis passé par là. Donc, ce que j'avais pour vivre, c'est tout temporaire. Il fallait pointer chaque 3 mois. Donc, pendant 4 ans, c'est ce que j'ai fait. Mais les choses ont commencé à s'accélérer quand j'ai créé avec des amis, avec le président Balobi et tout, on a créé l'association des réfugiés ivoiriens de France. Quand on a créé cette association qu'on a été reconnue par l'État français, à ce moment-là, maintenant, ça fait 4 années après, la 4e année, qu'on a commencé maintenant à écrire. J'ai écrit au président Hollande. Mais c'est en cela justement que je dis. Voilà, c'est en cela que je dis, si tu t'étais approché d'une association dès le départ, c'est vrai que là, on va pas faire le procès de la France, et je sais que la France est un pays, c'est un pays de droit où tout est tellement bien réglementé. Tu te serais approché dans un premier temps d'une association et ne pas écouter une personne lambda qui plus ou moins ne s'y connaissait pas dans cette procédure, les choses auraient été beaucoup plus rapides, hein, je pense. Oui, mais à partir du moment où, quand tu appelles, parce que il y a ce que quand tu appelles l'OFPRA pour ceux qui s'occupent de ton dossier, on te passe. Personne qui te dit non, que votre dossier est à l'étude. Que tu prennes une association, on va te la main. Quand on te dit que ton dossier est à l'étude, parce que quand tu prends une association, c'est qu'il y a un problème sur ton dossier. Non, c'est la procédure en vigueur parce qu'il y a des associations qui sont spécialisées. Je dis ça pourquoi? Parce que lorsque vous êtes constitué en association, tu as vu que les choses sont allées très vite. Bah, c'est clair qu'il y a eu pas mal de péripéties. Quand nous sommes arrivés ici, chacun, on était en train tous de se chercher, tu vois, c'est 4 années après. C'est ça. Quand on a commencé maintenant on s'est dit bon, qu'il fallait qu'on se passe. Nous tous, de l'association, on était dans la même situation. On a déployé nos trucs. Moi, j'étais le plus, moi, ça fait 4 ans. Mais les autres, ça fait 3 ans, 2 ans, tu comprends? Donc, quand on s'est mis ensemble et qu'on a commencé maintenant à écrire pour demander, pour dire que ça fait 4 ans que nous sommes là, et que même à l'offre, on fait des applications. C'est à ce moment-là que, un jour, moi-même, on m'a même pas envoyé ça dans mon truc. C'est-à-dire qu'on est venu au domicile où j'habitais pour me donner mon truc, me dire, bon, voilà, voici, bon, on vous donne ça vient de l'offre, je regarde, bon, j'ai mes papiers. Là, tu as eu quoi, la carte de 10 ans? Oui. La carte de résident, et à la suite, tu as fait ta demande de nationalité où tu en es? Non, ça c'est du privé. J'ai pas besoin de dire à quelqu'un si j'ai fait ma demande ou pas. En tout cas, je suis ivoirien, je suis ivoirien. Tu n'as pas fait la demande de nationalité française, c'est ça? Non. Ah ouais? Là, ça me rappelle un peu la démarche des artistes reggae, parce que je sais que Alpha Blondy, depuis de nombreuses années qu'il vit en France, n'a jamais fait la demande de la nationalité française. Tikenja également. Non, je suis ivoirien. Toi, tu préfères ne pas faire la demande de la nationalité? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Tu préfères avoir la carte de résident avec ton statut d'asile le jour où je rentre chez moi. Tout simplement. Voilà, le jour où je dois venir, je fais une demande de truc et puis je viens. Mais sinon, c'est pas, j'ai jamais voulu vivre en fait, j'ai eu plusieurs occasions de vivre en France. Je n'ai jamais voulu vivre en France, non. Jamais. Je viens faire mes concerts. J'ai joué aux Zoni, j'ai joué à Bercy, j'ai fait tout ce que je voulais avec Alpha, avec tout ça. Donc, à tout moment que j'ai fini, je rentre chez moi. Je me suis jamais, et puis, ça fait 10 ans que je suis ici. Je n'ai jamais pu m'intégrer parce que je suis pas dans mon milieu.
Pourquoi tu n'aimes pas la France autant? Non, On serait tenté de te poser cette question. Pas que je n'aime pas la France. Je n'ai pas dit que je n'aime pas la France. Mais je ne me sens pas chez moi. Je ne me sens pas dans mon milieu. Je ne suis pas dans, je suis pas, quand je suis ici, quand je viens ici, c'est juste venir faire mon boulot et rentrer chez moi. Donc, je n'ai pas voulu venir vivre ici. J'ai été forcé de vivre ici. Donc, je me suis jamais remis de ça, mais je me suis accommodé à vivre ma vie d'exil dans la plus simplicité possible. Et que le jour où j'aurai l'occasion de rentrer chez moi, je rentrerai chez moi. Voilà, c'est tout. On va s'intéresser justement à la vie de Serge Kassi, artiste reggae de renom, très attaché à sa commune de naissance qui est Port-Bouët. Tes premiers pas dans cette commune? Je suis né. Je suis né à Treichville. Merci. J'ai vécu à Treichville. Merci, parce que après tu revendiques tellement Port-Bouët que oui. Voilà. Donc fais-nous ton. Merci. Voilà. On va commencer par le commencement justement. Où Serge Kassi naît, tes premiers pas, voilà. Est-ce que tu peux remémorer un peu avec des images à l'appui de ta naissance à Treichville, le petit gamin qui après commence à faire son parcours de vie? Est-ce que tu peux nous remémorer cela? Non, en fait, je suis né dans les années 62. OK. À l'habitat Arras de Treichville. Parfait. Je suis né à l'hôpital annexe, qui est devenu le CHU de Treichville. Donc, à côté du cinéma Entente, là, tous ceux que je connais Treichville. Ouais, je connais le terminus 22, ouais. Il y avait Habitat Arras. Le terminus du bus 22, ouais. Puis on a cassé. C'est ça. C'est quand on a cassé que je suis allé rejoindre ma mère à Port-Bouët dans les années 76. 75, 76. Tu avais 12, 13 ans. Oui, j'allais au CM1, CM2, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est pas que je suis arrivé à Port-Bouët. Donc, à Port-Bouët, c'était un nouveau quartier. La Sophia venait de construire le temps. C'est comme ça que je suis arrivé à Port-Bouët et j'ai vécu tout ce temps-là à Port-Bouët. Donc, je suis devenu un enfant de Port-Bouët. Donc, après ça, j'ai fait ma troisième. J'ai fait l'école primaire. J'ai fait l'école primaire à l'EPP, Avenue 1. Oui, je connais l'avenue 1, ouais. C'est pas vers le pont de Gaulle, là? Tu vois, à la montée du pont de Gaulle. Voilà, à la montée, là. À la montée du pont de Gaulle, là, il y avait un jardin public, juste à la montée, à ta droite. Quand tu quittes le quartier Biafra et que tu tournes pour monter tout là, à ta droite, là, il y avait un jardin public. Je ne sais pas ce que c'est devenu aujourd'hui. Il y avait un jardin public là. C'était l'école primaire EPP Treichville. Donc, j'ai fait là-bas de mon CM et de mon CP1. Pas le CP1, du CE1, parce que d'abord, j'étais à l'EPP Ono Salsi, derrière Bono, où on faisait un an. OK. J'ai fait mon CP1, mon CP2 à Ono Salsi. C'était chez qui là-bas? J'étais chez mon oncle. OK. Qui vient de décéder il y a pas 6 mois maintenant, JB. Qui vit à Bassam. Et donc, c'est de là-bas que je suis revenu parce que j'étais tellement turbulent que ma mère m'a amené chez mon oncle. Là-bas, et de CP1, CP2. CP2, je suis venu à Treichville. J'ai fait mon CP2, mon CM2. Et CE1 juste au CM2. CM2, on a cassé le coin. Quand on est au CM2, ils ont cassé le coin, on nous a amenés à EPP Chicago. Chicago, c'est juste juste de l'autre côté de Treichville. Derrière le pont de Gaulle. OK. À côté de la bourse du travail, là, il y avait une école primaire là-bas qu'on appelait EPP Chicago. C'est là-bas qu'au CM2, j'étais avec le chanteur Zouglou, Toussaint. Toussaint, on appelle Toussaint, qui est devenu, on l'appelait, qui chantait comme Baïsmito, le Zouglou, là. J'avais mal le pied, là, comment il s'appelle? Poignon? Poignon. OK. Le CM2 avec Poignon, à l'EPP Chicago. C'est de là-bas. Quand j'ai eu de là-bas, de CM2, quand j'ai eu mon CPE et puis truc, on m'a amené au CG Mbatou, qui est devenu le collège moderne de Mbatou, dans les années 80. J'ai fait de ma 6e à ma 3e là-bas où j'ai eu mon BPC. J'ai été orienté à l'IMST pour faire mes études en comptabilité. Donc après mon BEP, brevet d'études professionnelles de comptabilité. Et après j'ai fait un BT. Après mon BT, brevet technicien, on m'a orienté au cours casting. C'est là-bas que j'ai fait mes études supérieures en comptabilité de 87 à 89. 89, quand j'ai repris le truc en 89, 90 au cours Pigier. OK? C'est des Pigier
pendant que je faisais mon BTS, que j'ai eu mon stage. J'ai eu mon stage à la BIAO, à la direction financière d'Abessari dans les années 90. Tu étais cadre déjà, quand tu étais président en comptabilité finance. C'est les entreprises qui nous recherchaient pour donc, j'étais à la direction financière de la BIAO quand j'ai eu mon producteur en 90 là pour sortir. C'est comme ça que je suis rentré en studio pour sortir C'est pas Danny Blow, I'm Proud, qui m'a propulsé. Et j'ai embrassé ma carrière, cette carrière musicale que j'ai voulu parce que j'ai fait podium. Quand j'étais étudiant, élève et tout, je faisais podium, j'ai fait podium 81, podium 82, podium 83 avec le groupe Roots à Port-Boué, où j'étais le leader de 80 jusqu'à 87 avec Frisant Kassi. Donc, j'ai été l'artiste en herbe le plus connu en Côte d'Ivoire. Parce que je suis resté à côté de Ful, à cause des gars du Studio 302, avec Alpha Blondy. Quand Ful a fait venir, quand Alpha est arrivé dans les années 80, le seul groupe reggae reconnu, c'était les Roots. C'est nous qui avions accompagné Alpha Blondy dans ses premiers temps jusqu'à ce qu'il sorte du Brigadier Sabari. C'est pour ça que Alpha et moi, on était vraiment des frères. On a eu tout simplement tant d'années, on était ensemble parce que nous, on a permis de première chance et tout, on était tous là avec eux. Donc c'était donc c'est après ça que bon, moi j'ai embrassé cette carrière musicale parce que c'est en 90 que moi j'ai sorti mon premier album et c'est ce que je voulais faire dans ma vie. Donc mes parents voulaient que j'aille à l'école. C'est clair qu'on voit que depuis 82 jusqu'à 90, forcément, tu es talonné par la musique parce que en même temps que tu suivais les cours, tu étais dans un orchestre, justement, les Roots et tout. C'est clair que la musique t'a bercé depuis. Oui. Voilà. Mais justement, d'où cet amour est venu? Je suis né dans un quartier à Trècheville, à l'habitat Arras, là. J'étais petit. Et puis, mes grands frères du quartier, là, c'était les Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, peut-être les jeunes ne le connaissent pas aujourd'hui, c'était l'un des premiers artistes qui fait de la pop musique. J'étais dans le même quartier de Nguessa Santa, à l'habitat Arras. Donc, ce sont eux qui t'ont influencé, au fait. Ouais, justement, parce que j'étais dans un quartier où il y avait Baïs Pinto, il y avait quelques Kasseri, il y avait, comment on appelle ça, comment ça s'appelle, Jimmy Yacinthe, Wow. Les Guinaou étaient dans le quartier, ils répétaient nous là-bas. Et puis, tout l'environnement te prédisposait à devenir artiste. Donc, c'est nous qui ramassions, si tu veux. Je ramassais parce que quand ils faisaient les booms, dans le temps qu'ils faisaient les booms, là, c'est nous, on ramassait le matériel pour venir déposer, pour qu'on ait la chance de venir regarder comment ils jouent. Donc, même le dopé, j'habitais juste à côté du dopé. Donc, les samedis, là, nous, on allait regarder les PAM là pour pouvoir m'aider puis jouer. J'habitais à 2 pas de là. Donc, j'étais dans un quartier de musiciens. Et j'ai vécu avec eux, les Wikipédia. C'était nous, en fait, il te dit, quand il y avait des booms au centre culturel de Trècheville, j'étais petit, mais j'étais tout le temps là-bas parce que je suivais mes grands frères du quartier, les Santa, les Smith et tout. Ce qui est intéressant avec un artiste comme toi, c'est tout comme l'impression que j'ai eue avec Gadji Sely. Lorsqu'on vous a en interview, votre récit de vie, il est tellement intense, il est tellement dense que tout de suite, on a l'idée de vouloir écrire un ouvrage. Pourquoi est-ce que justement, vous n'avez pas eu à donner l'opportunité à des biographes de pouvoir écrire votre histoire? Non, moi j'ai l'intention de sortir mon livre, mais j'ai voulu, parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec mon frère Saïri ici, il m'a dit non. Je préfère d'abord être au pays. Mais après, ce genre de projet, moi, je le dis tout le temps, hein, ce genre de projet, on les a. Non, excuse-moi, on les a lorsqu'on est comme ça, loin de la Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, ça va tellement vite. Après, quand on arrive, c'est des trucs qu'on rentre au tiroir. Moi, je l'ai vu un peu avec le grand frère Isobo Junior, qui devait écrire un ouvrage sur sa vie. Lorsque je l'avais trouvé dans son lit d'hôpital en 2010 à l'hôpital de Bligny, il était en train d'écrire un ouvrage, mais c'est resté lettre morte. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à laisser quelque chose à la génération à travers des écrits, en faisant confiance à des biographes? Non, je ne veux pas mélanger les choses. Parce que depuis que je suis là, je sors des albums, je sors des singles, je sors des trucs, et puis j'allie en même temps mon combat politique, j'allie et tout. Et puis, j'ai pas, mais j'ai fait tout pour choses. J'ai discuté avec des amis qui sont déjà locaux, mais j'ai voulu rentrer dans mon pays d'abord. Comme ça, c'est parce qu'en France, il y a trop de contraintes, en fait, c'est ça? Oui, j'ai
c'est trop lourd dans la tête à affronter beaucoup de choses en même temps. Donc, j'ai appelé des amis qui, depuis des années, sont en train de réfléchir sur ça. Ça, quand j'arrive à Abidjan, je leur donne ce que je truc. Comme ça, eux, maintenant, c'est prévu en tout cas. De toute façon, on va essayer de réorganiser quand même la pyramide de notre échange. Lorsque tu as approché après, je crois que c'est dans les années 90, 91 que tu deviens parrain de la FESI. Je voudrais qu'on s'intéresse un peu à cette partie là où tu sors I'm proud tout, artiste vindicatif. Donc, tu te retrouves avec des atomes crochus avec les étudiants. Comment ça vient cette histoire où tu parraines des leaders comme Charles Blé Goudé, comme Guillaume Soro? C'était pas moi des leaders, c'était des leaders estudiantins. C'était des leaders estudiantins. En fait, il a commencé un midi. On venait à peine de violer les militaires. Les militaires venaient sur Foué-Boigny. Où la fille Pac avait fait sa descente à Yopougon, ouais. À Yopougon, ils venaient violer et frapper des étudiants quand ils dormaient dans la nuit. Et c'était choquant et tout dans toute même. Bon. Donc, je passe à l'émission de Feu Kader Ndao. Ça s'appelle Droit dans les yeux. Et cette émission, on te pose des questions et puis bon, tu réponds sans truc. Donc moi... Sans langue de bois. Comme tu le fais en ce moment, parce que tu es très directif là, ouais. Ok, donc Kader, et puis quand Kader te pose ces questions-là, les téléspectateurs appellent. Et je crois que j'avais dénoncé publiquement, parce que j'avais dénoncé publiquement le régime. Parce que j'avais appris que le président Fouboigny refusait de condamner cette descente, cette descente et ces personnes qui sont connues, qui ont commis cette descente. Et tout. Donc, j'ai critiqué cela ouvertement. Et il y a des gens qui ont appelé pour me dire est-ce que je n'avais pas honte parce que bon là, c'était les étudiants de les étudiants, c'était des gens qui, parce qu'en ce moment, la FESI venait de tout, donc, commettaient des trucs. Donc, c'était pour eux normal que c'est comme ça que j'ai dit non. Ah non, cette jeunesse-là, j'ai dit non. Ce régime-là, il faut nous dire que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. Mais si cette jeunesse-là doit être brimée, frappée à tout moment, violentée, violée, et puis j'ai dit au monsieur, si c'était votre fille, c'est une de vos filles qu'on était en train de violer, qu'on avait violée là, je ne pense pas que vous serez en train de me dire ce que vous êtes en train de me dire. Moi, à partir de ce temps précis là, je suis la voix de cette jeunesse-là. Et je demande au gouvernement de prendre toutes les dispositions pour... On était à l'ère du multipartisme, je pense bien, non? Non, on n'était pas encore. Parce que le multipartisme, c'était oui, 90, c'est en avril 90 qu'il y a eu le multipartisme. Donc, parce que justement, cette parole libérée, elle est venue avec le fait qu'on laissait la pluralité politique s'exprimer à travers des partis politiques comme le PIT, comme l'USD, comme le FPI en son temps. C'est ce qui t'a permis, toi, de faire cette prise de parole, je pense bien. Non, dans ce temps, il était compliqué et difficile de venir prendre ces de prise de parole à la RTI. Ah non. C'est Amédée Pierre et moi qui avons osé ça. Qui avions osé ça en Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas à chose. Donc, et puis, je rappelle. Donc, quand j'ai pris cette position, en dénonçant, en disant que j'étais à partir de maintenant, la bouche, les yeux et les oreilles de cette jeunesse estudiantine-là, et qu'on allait se battre pour que les coupables soient... Et quand j'ai fini ça, je rappelle, l'émission venait de prendre fin. C'est-à-dire que quand on est sorti, quand les étudiants m'ont écouté, ils ont envahi la RTI pour venir m'acclamer. Et Kader a été appelé par la direction. Ils ont supprimé l'émission. L'émission n'a plus eu lieu. Vous comprenez? Donc c'est comme ça que ma relation avec les étudiants a pris forme. Et c'est comme ça qu'ils sont venus m'acclamer. Et il y a eu même une cérémonie pour m'introniser. Et ce jour-là, c'était l'actuel roi de Bassam, l'ambassadeur Montano. C'était lui qui avait présidé cette cérémonie à Yopougon, à la cité universitaire de Yopougon, pour m'introniser comme le parrain de la FESI. Je pense que j'ai été le parrain sous
Eugène Gué qui venait d'être D'un secrétaire général. secrétaire général et avait été accusé de trahison et tout. Je pense que si je n'étais pas arrivé très vite à la cité de Yopougon, c'est comme ça que Blé Guiraou a pris la relève. Donc, j'ai été le parrain aussi de Blé Guiraou. Après est venu Soro. Après Soro, Blé, que j'ai parrainé. Et après Blé, c'était, je crois, Djibopieu. Ouais, Djibopieu. Après Djibopieu, ça a été Mian. Et puis bon, Mian, après ça, bon, Mian, c'est dans le thème. Augustin, ouais, Mian Augustin. Après, ça a été Serge. Serge Kofi? Serge Kofi. Non, pas Serge, Serge chose, Kyo. Ouais, Kyo Serge, ouais. C'est sur Kyo Serge que j'ai pris un peu de recul parce que j'étais membre de l'Alliance des jeunes patriotes. Et puis bon, on a fait, puis bon, voilà, c'est comme ça que. Donc voilà un peu ce parcours que j'ai eu avec cette jeunesse estudiantine en Côte d'Ivoire. Je me suis intéressé à ce sujet parce que forcément aujourd'hui, ces jeunes dont tu as été le parrain hier sont devenus aujourd'hui des leaders charismatiques, des présidents des partis, à l'instar du président Guillaume Soro, du président Charles Blé Goudé. Quels sont tes rapports avec eux aujourd'hui? Oh, disons que j'ai gardé ces bons rapports là avec Blé aujourd'hui. Blé, après quand on a créé l'Alliance, on a resté ensemble, c'est avec ensemble qu'on a mené l'Alliance des jeunes patriotes jusqu'à ce qu'on quitte le pays et que lui soit été au Ghana. Donc jusqu'à aujourd'hui, on se parle. Il y a même pas longtemps qu'il était à Paris. On était ensemble. On a vraiment de très bons rapports. Guillaume Soro, quand il était Premier ministre, on ne s'est pas véritablement vu, mais quand on se voyait, c'était vraiment dans une bonne ambiance. Aujourd'hui, on est ensemble ici, on est ensemble en exil. J'ai pas eu de rapport visuel avec lui, mais j'ai de très bons rapports avec son entourage. Quand tu étais le parrain, qu'est-ce que tu leur disais? En fait, on se battait. En fait, j'étais à leur côté pour qu'ils puissent avoir ce bien-être-là. Pour qu'ils aient avoir des conditions adéquates pour pouvoir devenir demain ce que disait Oufoué. Prendre la relève de ce pays. Donc, ça commence déjà par le primaire, le secondaire, avec des conditions adéquates. Or, dans les cités universitaires, dans son temps, c'est vrai qu'il y avait au départ, mais quand il y a eu les trucs du FMI qui sont venus couper tout, on est rentré dans le truc, ils ont commencé à avoir des conditions de vie vraiment difficiles où des gens vivaient 5, 10, 15 dans les cités universitaires. Donc, il fallait se battre pour que ces étudiants-là soient dans des conditions adéquates, d'abord pour vivre et revendiquer leur existence par rapport aux bourses, par rapport au tout. Donc, c'est ce combat-là. Au-delà justement de l'existence ou bien des conditions de vie des étudiants qui étaient une préoccupation assez noble, moi je m'intéressais aux leaders. On va prendre le cas de Guillaume Soro. C'est clair que tout à l'heure, Charles Blé Goudé, tu l'as dit, vous avez des très très bons rapports. Quand c'est bon, il n'y a pas trop à redire là-dessus. Mais lorsque tu vois les voies que ces deux ont pris, surtout Guillaume Soro, qui en son temps a pris une voie antidémocratique, on va dire ça comme ça. Quelle était toi ta démarche? Non. Parce qu'en tant que parrain, quand même, c'est ton filleul. Oui, non, attends. À un certain moment, je me souviens très bien que quand Guillaume Soro a fini ses études, quand il a fini son mandat, il était à Port-Boué. Ok. Donc il était tout le temps chez moi. On était tout le temps chez moi avec Soul. Surtout Soul qui est mon frangin, avec qui j'ai gardé aussi de très bons rapports. OK? Et qui était à la cité de Port-Boué. Ils avaient pris un coin là-bas. Donc, de temps en temps, il passait chez moi parce que j'étais toujours leur parrain. OK? Donc, il passait chez moi. On était souvent ensemble. OK? Et puis, je me souviens même que si Soro a rencontré Ibé, qui est mort aujourd'hui, c'est parce que Serge Kassi l'a présenté à Ibé. C'est moi qui ai présenté Soro à Ibé. Quand Soro finissait, moi j'avais rendez-vous avec Ibé. Quand ils ont fait le coup d'État en 99, ok, et que Ibé voulait me voir pour un problème, donc il m'a dit bon, on se voit à Sofitel. Et ce jour-là, ce matin, Soro était venu me voir, il m'a dit, accompagne-moi, allons en même temps. Comme ça que quand je suis arrivé à Sofitel, j'ai vu Ibé était déjà là, donc on s'est assis et puis moi je l'ai présenté Soro. Moi,
c'est mon frangin, il vient de finir la fessée par des bases comme ça, ils sont connus. C'est IB même, un jour, dans une interview, il a dit qu'il ne connaissait pas Soro, c'est Serge Kassé qui l'a planté Soro. Comme ça que, bon, ils sont connus. Et puis, bon, après, Soro était parti faire ses études. Il voulait partir en France, aller faire ses études, et puis, bon, je ne sais pas comment ils se sont retrouvés. C'est après que, quand un soir, j'étais là, quand la rébellion a commencé, j'ai reconnu la voix de Soro dans RFI. J'ai appelé Blaise, j'ai dit, mais Blaise, j'ai reconnu la voix de Soro, Blaise de Louis Saïbi. Ça s'appelle commandant Komalo, il avait donné son nom. Il avait fait le choix d'être dans la rébellion. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, j'ai fait le choix de défendre les institutions de la République qui incarnait le président. Ça, c'était en 2002. Par contre, en 99, justement, lorsque tu parles de IB, lorsqu'ils ont fait le coup d'État, là, vous étiez amis, là, du coup? Avec qui? Avec IB. Mais je connaissais IB. J'étais ami à Zagazaga. J'étais ami à IB, j'étais ami qui encore, parce que quand on était au Burida, toutes ces personnes que je cite là étaient des potes à Valin Guédé. Donc quand ils venaient, c'est nous qui trouvions là-bas, ils venaient on venait dans les CD, donc on est devenus des amis. Ils étaient dans l'armée, mais ils n'avaient pas encore fait le coup d'État. Donc, on était ensemble, ils venaient nous voir. Très souvent, Ouattara, père à son âme, Ouattara venait nous voir avec Thibault, parce qu'il était avec Thibault, il était avec Valin Guédé, on était tous membres du conseil d'administration du Burida. Donc, ils venaient nous voir. Donc, on était vraiment des... Mais quand ils font le coup d'État en 99, pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Toi, tu ne dénonces pas ça particulièrement? Mais je ne sais pas, quand ils ont fait le coup d'État, il n'était pas bien, puisque ce coup d'État-là avait été accepté par le peuple Somme toute, mais c'est une action antidémocratique quand même. Oui, mais qu'elle soit antidémocratique ou pas, à partir du moment où ce coup d'État-là a l'assentiment du peuple, moi je me mets du côté du peuple. Quand le coup d'État a l'assentiment du peuple, par exemple au Mali, ce coup d'État-là a eu l'assentiment du peuple.